Là où le vide spatial met en évidence la solitude et l'inconnu, The Thing nous emmène au cœur de l'Antarctique, dans un huis clos glacé et terrifiant. Une créature capable d'imiter à la perfection ses proies, des hommes isolés pris au piège de la paranoïa et la peur constante de ne pas savoir qui est humain. John Carpenter signe ici une œuvre inclassable, mélange de terreur viscérale et de thriller psychologique. Au-delà du gore et des créatures, ce film questionne notre instinct de survie et la fragile confiance que l'on accorde à ceux qui nous entourent. The Thing, c'est l'essence même de l'horreur, être traqué par l'inconnu, mais surtout par nos doutes. John Carpenter considère la chose, The Thing, comme la première partie de ce qu'il appelle la trilogie de l'Apocalypse. Trilogie qui est composée donc de The Thing, Le Prince des Ténèbres et enfin L'Antre de la Folie. Même si les films ne sont absolument pas liés entre eux, chacun présente un scénario potentiellement apocalyptique. Si la chose atteignait par exemple un jour la civilisation, ce ne serait qu'une question de temps avant qu'elle ne consume l'humanité et ne prenne le contrôle de la Terre. À la croisée des années 70 et 80, la science-fiction et l'horreur sont en pleine révolution cinématographique. Des films comme Alien de Ridley Scott et Blade Runner du même réalisateur posent les bases d'un renouveau artistique qui rejette la science-fiction héroïque au profit d'une vision plus sombre et réaliste. Dans cette effervescence créative, John Carpenter choisit de se lancer dans l'adaptation de la nouvelle Who Goes There de John W. Campbell Jr. au cinéma, après un premier film d'horreur remarqué, Halloween, sorti en 1978. Carpenter et son équipe, pour reproduire l'isolement glacé de l'Antarctique, ont choisi de tourner toutes les scènes extérieures en Alaska, en particulier dans la région de la Mount Hood et aux alentours de Juneau, pour capturer les vastes paysages glacés. Ça fait partie de l'environnement qui contribue à la dimension isolée et menaçante du film. En effet, certaines des scènes extérieures, notamment celles mettant en avant l'immensité et la neige, ont été filmées sur place, exploitant le climat rigoureux de l'Alaska. Cependant, pour une bonne partie des scènes en intérieur, les plateaux étaient réfrigérés afin de recréer les conditions extrêmes du climat polaire. À Los Angeles, l'équipe a donc dû faire face à des températures contrôlées pour simuler le froid. Pour ces scènes en intérieur, et notamment celles dans la station de recherche, des décors en studio ont donc été utilisés et recréés à Los Angeles. Pour simuler l'effet du froid extrême, des unités de réfrigération ont été installées sur les plateaux en Californie pour simuler les températures glaciales de l'Antarctique. Ce choix de tournage a créé de nombreux défis logistiques et humains. Les conditions météorologiques extrêmes de l'Alaska et du plateau réfrigéré ajoutaient une pression considérable à l'équipe, avec des retards et des tensions durant le processus de production. Ces éléments ont contribué à forger l'atmosphère particulière qui rend le film encore plus saisissant et réaliste. Pour le rôle principal de MacReady, John Carpenter fait appel à Kurt Russell, un acteur avec lequel il avait déjà collaboré pour Elvis, téléfilm sorti en 1979 qui marqua l'une des premières rencontres entre les deux hommes. Mais c'est après leur collaboration réussie sur New York 1997, sorti en 1981, que Kurt Russell devient un acteur clé du répertoire de Carpenter. Ce n'est donc pas la première fois qu'ils travaillent ensemble, mais The Thing marque évidemment un tournant dans leur partenariat créatif. Russell apporte au personnage de MacReady une dimension unique, un mélange de froideur et de vulnérabilité qui le place en parfait anti-héros, un rôle qui finira par lui coller à la peau. Carpenter choisit de ne pas faire appel à des stars connues pour ce film afin de créer une atmosphère d'immersion totale, où chaque membre de l'équipe scientifique de la base américaine est perçu comme un personnage lambda, sans personnalité particulière. Cette approche permet au public de s'attacher à tous les personnages sans savoir à l'avance qui peut être une menace. Aux côtés de Russell, des acteurs comme Keith David, qu'il retrouvera quelques années plus tard dans Invasion Los Angeles, ou encore Wilford Brimley, ajoutent leur touche, renforçant la dynamique de groupe et l'isolement qui en découle. Chacun incarne un homme ordinaire et cette réalité participe à la constante tension de l'intrigue. Le scénario a été écrit en 1981 par un certain Bill Lancaster qui n'est autre que le fils de l'acteur Burt Lancaster. L'élément clé de The Thing réside bien sûr dans ses effets spéciaux, confiés à l'époque à Rob Bottin, qui impressionne alors qu'il était âgé seulement de 22 ans à l'époque. Bottin a imaginé des créatures faites de latex, avec des animatroniques et des effets physiques comme jamais vus auparavant. Ce travail inouï crée des transformations d'une terreur brute, avec des scènes comme celle de la tête se détachant pour devenir une araignée, ou celle du torse ouvert qui dévore les bras du docteur. Chaque effet exécuté à la perfection mêle une beauté sinistre et une
d'une monstruosité déconcertante. Les effets visuels dans ce film sont juste immondes. Moi, ça me met à chaque fois mais mal à l'aise. C'est dégueulasse, y a rien d'autre à dire. Toutes ces scènes de gore dans le film sont évidemment incroyables à regarder aujourd'hui. Évidemment, on aura rarement fait mieux. Moi, ce qui me met toujours très mal à l'aise, la scène du film que j'ai du mal à regarder, c'est celle où Blair met sa main dans le visage de l'autre là à la fin. C'est ignoble. Et il y a une scène un petit peu semblable dans le préquel d'ailleurs de 2011 où en fait il y a les deux visages qui se rapprochent là, même si c'est forcément moins bien fait. Le travail qui ne devait durer initialement que 6 semaines s'est finalement prolongé plus de 3 mois. À ce moment-là, Stan Winston prit le relais pour finir certaines séquences iconiques comme celle des chiens au début du film. The Thing arrive dans les salles américaines le 25 juin 1982, mais il échoue à conquérir son public. En concurrence avec E.T. l'extraterrestre, sorti 2 semaines plus tôt, soit le 11 juin, un film au ton optimiste et léger de Steven Spielberg, eh bien le film de John Carpenter fut jugé trop dérangeant. Le manque d'émotion, l'humour inexistant et la noirceur qui se dégage du film ont éloigné les spectateurs. Avec un budget de 15 millions de dollars, The Thing n'a généré à l'époque que 19,6 millions au box-office, ce qui représenta une énorme perte pour Universal qui produisait le film. C'est au début des années 90 que The Thing a commencé à se refaire un nom, notamment grâce à l'essor des VHS, et est devenu un véritable film culte. Sa réception a été réévaluée positivement, surtout parmi ceux qui cherchaient à l'époque des thrillers horrifiques plutôt sombres. John Carpenter a trouvé là un réconfort tardif dans ce retour positif. J'ai dit surveille Clark, surveille-le de près, de très près. La plus grande force de The Thing réside dans sa capacité à exploiter la paranoïa humaine. Alors que l'entité extraterrestre, capable de prendre n'importe quelle forme, habite les corps, chaque homme devient un potentiel ennemi, et le spectateur se sent prisonnier du doute omniprésent. Cette peur de l'autre, cette impossibilité de savoir, rend chaque rencontre et interaction étrangère menaçante. Face à une situation de vie ou de mort, les personnages montrent une face hideuse de l'humanité. MacReady, incarné par Kurt Russell, devient la figure centrale qui incarne cette lutte pour la survie, quitte à sacrifier des valeurs humaines pour se sauver. Chaque décision devient pragmatique, le sacrifice étant vu comme le seul chemin à suivre. L'isolement de l'Antarctique n'est pas qu'un décor, il cristallise la lente dégradation psychologique des personnages, la fin de la solidarité et un cadre tout à fait à l'image de la réflexion sur les derniers survivants. Le final de The Thing est évidemment emblématique, mystérieux et sujet à diverses interprétations. Au moment où tout semble perdu, avec les 2 derniers personnages, MacReady et Childs, John Carpenter refuse de résoudre ces tensions. Qui est humain et qui reste la chose ? Cette fin symbolise l'impossibilité humaine de discerner les véritables alliés en période de crise. Le spectateur est laissé dans une incertitude qui fait écho aux doutes des protagonistes tout au long du film. Dans le documentaire présent sur le DVD de The Thing, Todd C. Ramsey déclare qu'il a suggéré à Carpenter de filmer une fin heureuse pour The Thing. John Carpenter a finalement accepté, il a tourné la scène qui fait suite au film finalement, dans laquelle on voit que MacReady a été sauvé et soumis à un test sanguin, prouvant qu'il est toujours humain. Et c'est mon avis depuis le début, MacReady reste humain à la fin du film. Quand The Thing est sorti, il reçut des critiques majoritairement négatives. De nombreux journalistes ont trouvé le film trop graphique et violent, surtout en comparaison avec E.T. Même si au fil du temps, il a été reconnu comme l'une des œuvres les plus emblématiques du genre, salué pour ses effets visuels révolutionnaires, son exploration de la peur primordiale et l'épaisse ambiance de claustrophobie. Les critiques sont bien plus favorables aujourd'hui et The Thing occupe une place importante dans l'histoire du cinéma d'horreur. Les effets spéciaux de Rob Bottin, fondés sur des techniques manuelles comme l'animatronique ou l'utilisation de latex plutôt que sur des effets numériques, ont redéfini le paysage visuel du genre et restent un modèle. Les scènes de transformation sont d'ailleurs parmi les plus choquantes jamais vues. Et c'est bien sûr grâce à ces effets spéciaux qu'on parle encore de The Thing aujourd'hui, parce que Rob Bottin, évidemment, a tout donné sur ce film, quitte à y laisser sa santé. De plus, la collaboration de John Carpenter avec Ennio Morricone à la musique, sur un score minimaliste mais puissant, tisse l'atmosphère. De simples battements martelés soulignent un malaise de plus en plus palpable et l'ambiance sonore contribue à l'angoisse ambiante. À seulement 22 ans, Rob Bottin a révolutionné les effets spéciaux pratiques du film.
Son engagement dans ce projet fut tellement total qu'il fut hospitalisé pour épuisement après des semaines de travail acharné. Les créatures qu'il a imaginées sont parmi les plus iconiques et mémorables de l'histoire du cinéma. Son travail a eu un impact durable sur la culture pop et définissent une nouvelle norme dans les effets spéciaux pour les films d'horreur et de science-fiction. Pendant le tournage de The Thing, l'équipe du film composée exclusivement d'hommes comptait une seule femme au départ, mais malheureusement elle tomba enceinte avant le début du tournage et fut donc remplacée par un homme. Le film a principalement été tourné dans les studios d'Universal à Los Angeles, mais pour simuler l'atmosphère glaciale de l'Antarctique, les studios étaient réfrigérés à 4 degrés, alors que l'extérieur frôlait les 30 degrés. Les acteurs et techniciens devaient constamment s'habiller et se déshabiller selon les scènes à filmer. Le dernier segment du film a été tourné à Stewart, en Colombie-Britannique, la ville la plus enneigée d'Amérique du Nord. Les températures avoisinaient les moins 20 degrés et 75 000 $ ont été dépensés pour équiper toute l'équipe et le casting en vêtements d'hiver. Ça fait cher les anoraks. Échec et mat. Échec et mat. Tricher, garce. La voix que l'on entend dans l'ordinateur de Macready au début du film lorsqu'il joue aux échecs est celle d'Adrienne Barbeau, l'épouse de John Carpenter à l'époque, qui a également collaboré avec lui sur des projets comme Fog et New York 1997. La chaîne Sci-Fi avait prévu de réaliser une mini-série de 4 heures. Return of the Thing, Carpenter a déclaré qu'il pensait que le projet devait se poursuivre, mais finalement la chaîne Sci-Fi a par la suite supprimé toute mention du projet de sa page d'accueil. Et en février 2009, une critique positive du scénario de cette mini-série a été publiée par Sci-Fi. En 1983, le film a été nominé aux Saturn Awards dans la catégorie meilleur film d'horreur et meilleurs effets spéciaux. Mais dans le même temps, il a également reçu une nomination aux Razzie Awards pour la pire bande-son, même si cette dernière a été composée par le talentueux Ennio Morricone. Le slogan original du film, « L'homme est l'endroit le plus chaud où se cacher », a été écrit par Stephen Frankfort, qui avait déjà écrit un autre slogan très connu pour Alien de Ridley Scott, « Dans l'espace, personne ne peut vous entendre crier ». Le slogan a été ensuite modifié par Universal Studios, devenant le summum de la terreur extraterrestre, essayant bien sûr de capitaliser sur le film Alien. Pour ma part, je préfère aussi la première version. John Carpenter a souvent déclaré que The Thing est son film préféré parmi tous ceux qu'il a réalisés. Il s'agissait également de son premier projet, financé par un grand studio, Universal Pictures. Dans la scène où le chien se tient devant la porte, une ombre menaçante peut être aperçue. Mais John Carpenter a évité de montrer le visage de la personne qui attire l'animal. Il a ainsi choisi de ne pas utiliser les acteurs principaux pour conserver le mystère de cette scène. Le chien qui apparaît le plus souvent dans le film s'appelle en fait Jed, un mélange de husky et de loup. Il est reconnu pour sa capacité à ne jamais fixer la caméra, même si ce n'est pas lui qui a joué lors de la scène de course-poursuite au début du film. Le responsable créatif de l'une des créatures les plus célèbres de The Thing, la bête dans la cage à chiens, était en fait Stan Winston. Ce dernier a refusé d'être crédité pour son travail afin de ne pas voler la vedette à Rob Bottin, bien qu'il ait reçu un remerciement spécial dans le générique de fin. Durant la post-production, Rob Bottin passait ses journées sans arrêt au studio, se nourrissant uniquement de bonbons et de soda. Cette routine a pris fin lorsqu'il a dû être hospitalisé en raison d'un épuisement extrême. Quand l'équipe se rendait à Hyder en Alaska pendant le tournage, il faisait une halte à l'auberge locale, le Sealaska Inn. Et selon une coutume de la région, l'équipe devait s'alcooliser en buvant une forte liqueur qui a souvent causé des maux de tête et des lendemains difficiles à certains. Les véritables chercheurs de la station Amundsen Scott en Antarctique ont l'habitude de regarder The Thing le premier soir de l'hiver, marquant ainsi un rituel particulier dans cet endroit isolé. La première projection de The Thing eut lieu le 11 juin 1982, soit le même jour que celle de E.T. Et ironiquement, durant la promotion du film, Rob Bottin portait même un t-shirt I Love E.T. La nouvelle Who Goes There, qui a inspiré The Thing, a été adaptée 4 fois. La première adaptation eut lieu en 1951, avec La chose d'un autre monde, puis en 1972 dans Terreur dans le Shanghai Express, et en 1982 pour la version de John Carpenter, version la plus fidèle. Une autre adaptation, The Thing de 2011, a été un préquel à celle de Carpenter. Christian Nyby, réalisateur de la première adaptation du film, n'a d'ailleurs pas été tendre envers la version de Carpenter. Après l'avoir vue, il a même déclaré « Si vous voulez voir du sang, allez dans un abattoir. Ce film fait aussi une bonne pub pour G&B, la marque de whisky. » Clint Eastwood avait été pressenti pour incarner Macready dans The Thing, mais John Carpenter n'a pas trouvé que le cynisme de Clint Eastwood collait au personnage, préférant donner le rôle à son acteur fétiche Kurt Russell.
Dark Horse Comics a publié des suites sous forme de mini-séries après la sortie de The Thing. En 2002, un jeu vidéo inspiré du film est sorti, proposant aux joueurs d'incarner un soldat en mission pour sauver une station arctique. Un projet de série télévisée fut aussi évoqué, mais finalement annulé en 2003. En 2007, le parc à thème The Thing Assimilation a ouvert ses portes en Floride, permettant aux visiteurs de découvrir les décombres de l'avant-poste 31 et de revivre certaines scènes du film. Ces anecdotes révèlent à quel point The Thing fut un travail d'équipe intense, exigeant et audacieux, où chaque élément de production, de la conception des monstres à la construction de l'atmosphère, a contribué à un film désormais incontournable. Si j'étais une imitation, une parfaite imitation, comment saurait-on qu'il ne s'agit pas de moi ? Hiver 1982, en Antarctique, un hélicoptère norvégien pourchasse un chien, tirant frénétiquement pour l'abattre, mais échoue. Le chien trouve refuge dans une base scientifique américaine, tandis que les Norvégiens, dans leur maladresse, provoquent leur propre mort et la méfiance des Américains. Il est un petit peu con, lui. Oh, les Suédois! Ce ne sont pas des Suédois, Max, ce sont des Norvégiens. MacReady, pilote, et le docteur Copper décident de visiter la base norvégienne pour comprendre ce qui s'est passé. Ce qu'ils découvrent dépasse l'entendement. Un homme s'étant visiblement tranché la gorge, un bloc de glace ayant contenu quelque chose, et à l'extérieur un cadavre grotesque à deux têtes, partiellement brûlé. Ce dernier est ramené pour une autopsie, tandis que le chien est placé dans le chenil. C'est alors que l'horreur commence. Le chien se transforme en une créature arachnéenne abjecte, attaquant les autres chiens. Malgré leurs efforts pour l'éliminer, une partie de la créature s'échappe. Blair, en charge des autopsies, fait une découverte terrifiante. Cette créature, qu'il surnomme la chose, imite parfaitement ses victimes pour les remplacer. Lorsque cette chose a attaqué nos chiens, elle a essayé de les digérer, de les absorber. C'est une imitation. Nous avons tué la chose avant qu'elle ait pu finir. En visionnant des enregistrements laissés par les Norvégiens, ils apprennent l'existence d'un site étrange. Ils s'y rendent et découvrent les vestiges d'un vaisseau extraterrestre, apparemment enseveli depuis 100 000 ans. Blair réalise alors l'ampleur du danger. Si la chose sort de cette base, elle pourrait contaminer la planète entière. Si intrus atteint zone habitée, population mondiale infectée, 27 heures après premier contact. Les tensions montent quand Bennings, isolé avec le cadavre venu de la base norvégienne, est absorbé par la chose. Le groupe décide de tout brûler, mais la paranoïa s'installe. Blair sabote les hélicoptères et les communications avant d'être neutralisé et isolé car il craint que l'humanité ne survive pas à cette menace. Alors, ça va mieux, vieux? Je ne sais pas à qui me fier. Surveille Clark. J'ai dit surveille Clark. Surveille-le de près, de très près. La suspicion entre les membres atteint son paroxysme quand la réserve de sang est détruite et qu'un vêtement déchiré de MacReady est trouvé, en faisant le suspect idéal. Je l'ai trouvé au fond de son poêle à mazout. Je l'ai piqué en douce et je suis sûr que MacReady ne m'a pas vu faire. Essayez pas de m'avoir ou je nous fais tous sauter. Alors, mes chéris, vous vous préparez à me faire rôtir, c'est ça, hein? Windows, approche le défibrillateur de la table, vite. Prêt. La situation bascule lorsqu'un des membres révèle involontairement être la chose, déclenchant une vague de violence et de terreur. Pour mettre un terme à la méfiance, MacReady utilise une méthode radicale, tester le sang de chacun à l'aide d'un fil chauffé. Ce test révèle les infectés, mais au prix de nouvelles pertes, laissant le groupe décimé. La situation culmine avec la découverte que Blair a construit un tunnel secret et travaille sur un vaisseau pour s'échapper. Sachant qu'ils ne s'en sortiront pas vivants, les survivants décident de tout détruire, la base, la créature et tout espoir de survie. Dans une scène finale cauchemardesque, qui reste ma préférée du film parce qu'elle est vraiment traumatisante, Blair, devenu une abomination monstrueuse, apparaît et se mesure à MacReady. Ce dernier détruit la créature dans un acte ultime de désespoir. Je t'emmerde! Tu es le seul qui reste, MacReady. Pas le seul, apparemment. Au final, seuls MacReady et Childs restent épuisés, se surveillant mutuellement dans l'obscurité glaciale.
sans savoir lequel des deux est encore humain. Sauf que selon moi, les deux sont humains, et en plus le film préquel, sorti en 2011, a donné un indice justement quant au sort de MacReady et Childs. Childs portant une boucle d'oreille à la fin de The Thing, et il nous a expliqué dans le préquel de 2011 que la chose ne peut pas répliquer tout ce qui est en métal. Donc a priori, Childs et MacReady seraient humains, mais justement cette fin reste parfaite, parce qu'on continue d'en parler plus de 40 ans après. Depuis sa sortie, The Thing s'est imposé comme une référence incontournable de l'horreur, influençant des générations de cinéastes, d'artistes et même de concepteurs de jeux vidéo. Ce qui était perçu comme un échec commercial à l'époque est désormais salué comme un chef-d'œuvre inclassable. Sa reconnaissance tardive témoigne de l'audace visionnaire de John Carpenter, qui a su avec son ambiance glaciale et son exploration de la paranoïa redéfinir le genre de l'horreur. Aujourd'hui, The Thing est constamment cité parmi les meilleurs films de science-fiction et d'horreur. Et il figure dans de nombreuses listes des incontournables du genre. Il est aussi le socle d'un héritage culturel profond. Des films récents et des jeux vidéo comme Dead Space ou encore Among Us lui doivent leur existence, en partie grâce à son exploration unique de la paranoïa, à son esthétique visuelle glaçante et à ses multiples références dans le domaine de l'horreur. Il n'est pas seulement un film de monstres, The Thing transcende les genres, devenant un monument de l'horreur psychologique, capable de rendre l'âme du spectateur anxieuse bien au-delà de ces scènes de terreur. Ce film interroge la condition humaine, notre fragilité face à l'inconnu et la paranoïa qu'il suscite. Quant au préquel de 2011, bien qu'il ait rencontré des critiques partagées, je reste convaincu qu'il offre des éléments intéressants tout en rendant hommage au film original. Même si la production a été marquée par des choix maladroits de la part des producteurs qui ont décidé d'ajouter des effets visuels numériques à la dernière minute, abandonnant l'usage d'effets pratiques qui étaient pourtant initialement choisis avec le travail considérable de Tom Woodruff et Alec Gillis, et ça a nui à l'impact viscéral propre à l'œuvre de Carpenter. The Thing n'est pas seulement une œuvre d'horreur, pour moi c'est une leçon de cinéma. Carpenter réussit à marier la terreur physique et psychologique pour offrir une expérience à la fois viscérale et intellectuelle, qui reste gravée dans la mémoire de ceux qui l'ont vécu. Le face-à-face final entre MacReady et Childs résume parfaitement cette philosophie. Parfois, il n'y a pas de réponse claire, juste des questions qui demeurent ennouantes. Et pour moi, The Thing est bien plus qu'une simple histoire de monstre. C'est une véritable étude de la peur et de la paranoïa superbement réalisée. Les effets visuels sont tellement intenses que je peux pas m'empêcher de grimacer ou de fermer les yeux quand certaines scènes deviennent trop gore. Ce côté dégoûtant renforce cette tension, rendant l'expérience encore plus dérangeante. Le film m'angoisse non seulement par son visuel, mais aussi par la manière dont il joue avec nos doutes et nos peurs. C'est une œuvre qui marque, qui terrorise et qui reste gravée dans nos mémoires. The Thing fait partie de ces rares films qui traversent le temps, touchant profondément plusieurs générations de cinéphiles et qui, à chaque visionnage, ne cessent de nous hanter. Et ben voilà, j'espère que ça vous a plu. The Thing de John Carpenter, vous avez été nombreux à me le réclamer lorsqu'on avait parlé du village des damnés. The Thing qui est la première partie donc de sa trilogie de l'Apocalypse. Je vous avoue que j'ai bien envie de vous parler du Prince des Ténèbres et de l'Entre la Folie, mais aussi d'autres films de John Carpenter. Moi j'avoue aimer tous les films de John Carpenter, hein. J'ai pas de préférence, j'aime Christine autant que New York 97. Chaque film a un truc particulier, n'hésitez pas bien sûr en commentaire à réagir, à me dire pourquoi finalement vous aimez The Thing de John Carpenter. Est-ce que c'est pour ses effets visuels? Est-ce que c'est pour son scénario de paranoïa? Est-ce que c'est pour son ambiance? Bref, je vous laisse me dire tout ça en commentaire, bien sûr. N'oubliez pas de liker cette vidéo si ça vous a plu. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait en activant la cloche. Vous savez que les abonnements, ça reste gratuit et ça soutient beaucoup la chaîne. En attendant, parce que chaque film est une histoire qui attend d'être racontée, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur Clap Story.